Jacob Abraham Camille Pissarro naît ici, à Saint-Thomas, le 10 juillet 1830. Saint-Thomas, c'est une des îles Vierges, une possession danoise au cœur des Caraïbes. Il naît dans une famille de riches commerçants. À ses 11 ans, en 1841, ses parents l'envoient sur le continent pour lui donner une bonne éducation. Il se retrouve alors en pension à Passy. Il y apprendra la grammaire, la littérature, le latin et le grec, l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, la physique, la chimie et un peu par-dessus la jambe, le dessin. Mais en dehors de l'école, il découvre un monde occidental en pleine effervescence, scientifique, technologique, mais surtout politique. C'est là qu'il découvre notamment les théories sociales de Pierre-Joseph Proudhon, qui l'influenceront grandement. En 1847, il a 17 ans, et il retourne à Charlotte-Amalie, la capitale de Saint-Thomas, où il commence à travailler avec son père. Il aura des échos de l'agitation européenne, mais pour le moment, il revient à une vie plus nonchalante, sous les tropiques. Il commence à peindre, alors qu'à l'époque, l'initiation au dessin ne se fait quasiment qu'en atelier et sous la direction d'un maître. Pissarro ouvre ses yeux de jeune adulte sur le monde et sa réalité immédiate. En fait, sur son impression du monde. Il développe alors des tableaux neufs, car libérés de la composition académique de leur sujet. Il commence à peindre des gens dans leur réalité, les liens qui unissent les hommes à leur environnement. Il réalise alors des croquis de foule, souvent dans des marchés, ou bien au champ. De même qu'il affine sa pensée, Pissarro commence à peindre, ou à dépeindre, des hommes dans leurs conditions. Quelques années plus tard, Pissarro rencontre le peintre danois Fritz Melby. À son contact, il découvre deux choses. La première est que la peinture sera sa vocation. Et la deuxième, c'est qu'il a trouvé quelqu'un avec qui il peut échanger, discuter et partager idées et passions. Melby l'embarque avec lui au Venezuela, malgré l'opposition paternelle. Arrivé sur cette terre où il trouve des sujets plus variés, Camille se tourne naturellement vers les plus humbles, qu'il peint avec style mais sans s'enfermer dans le pathos ou le pittoresque. Pissarro, le premier des impressionnistes, contrairement à ses futurs condisciples, Cézanne, Degas, Monet, ne représentera quasiment pas les aspects de la vie bourgeoise, si ce n'est, nous le verrons, pour la critiquer. Je n'ai pas de maître. Je ne me connais pas d'école. Étant donné que je n'en ai eu aucune, mais que l'on doit tout nommer, qui sait si elle ne pourrait pas prendre le nom d'école barbare, puisqu'elle est née dans des conditions trop barbares, justement, et dans une nature trop monstrueuse et gigantesque, pour pouvoir être placée sous le contrôle de l'administration servile des académies. C'est ainsi que Pissarro parlait de son art, né sans contrainte. Désireux de rompre avec la vie bourgeoise, il règle, avec un père devenu bienveillant, les modalités de son départ. Et en septembre 1855, il prend les eaux pour Paris et tenter sa chance en tant que peintre. Son arrivée à la capitale correspond en date avec l'exposition universelle. Il y rencontre alors de grands maîtres exposés, ainsi que des futurs condisciples, refoulés des salons parisiens. Très rapidement, il commence à peindre entouré d'amis, Monet, Cézanne, Renoir. Cela deviendra une constante de son travail. Avec ses nouveaux collègues, ils s'installent à Louveciennes et bravent ensemble le froid et la misère avec leurs chevalets pour capter l'instantanéité des blizzards ou du givre. Mais en 1870, il faut fuir la guerre. Et Pissarro, aidé par un prêt de 300 francs, emmène sa famille à Londres. C'est encore plus la misère, puisqu'il ne vend que 2 toiles à un marchand. Mais ce sera pour lui le lieu de son mariage, avec la femme dont il a déjà 3 enfants et un 4e en route. Sa famille est réticente à ce mariage, en cause les origines non juives de sa femme, ainsi que sa condition. Elle était la domestique de la famille. Mais Pissarro est athée, et il ne conçoit pas les mariages d'arrangement. Il en fera même une critique dans ses turpitudes sociales. Au printemps 1861, il rentre en France. Il découvre alors sa maison saccagée. Les Prussiens l'ont occupée et ont détruit toutes ses œuvres. Les cadres ont été cassés et brûlés. Les toiles gisent au sol et servent de tapis. C'est en tout près de 1500 œuvres qui ont été détruites. C'est un coup très dur pour Pissarro, qui perd non seulement ses œuvres, mais aussi son fonds de roulement, et donc une certaine, quoique très faible, sécurité financière.
Lui et sa famille déménagent alors à Pontoise, à 30 km au nord de Paris. Et c'est dans cet environnement plus champêtre qu'il va commencer à s'intéresser plus en détail à la vie paysanne. Mais pour ce qui est de son travail sur la vie paysanne, on oppose souvent les peintures rurales de Pissarro avec celles de son contemporain, Jean-François Millet. Mais je pense qu'elles sont en réalité complémentaires. Jean-François Millet dépeint le milieu paysan avec une esthétique radicale. Ces paysans ne semblent jamais arrêter leur labeur harassant et avilissant. Bien que se tenant personnellement prudemment hors de tout engagement politique, son œuvre a fait l'objet d'une lecture politique, souvent rapprochée de propos révolutionnaires. L'artiste fut d'ailleurs victime d'attaques extrêmement violentes de la part de la presse conservatrice. Contrairement à cela, Pissarro introduit ses paysans dans des décors chatoyants, où le travail vivrier est contrebalancé par d'abondants temps libres. En effet, Pissarro a découvert les théories du russe Pierre Kropotkin sur l'agriculture moderne, et elles influenceront une bonne partie de son œuvre sur le sujet. L'historien de l'art Richard Bretel dira du travail de Pissarro: Les femmes oisives de Pissarro faisaient une déclaration politique sur le travail, le partage et les loisirs, qui, dans un certain sens, étaient si subtiles qu'elles s'infiltraient facilement dans l'esprit de ses premiers spectateurs. En effet, ses œuvres étaient, et sont toujours, régulièrement interprétées à tort comme apolitiques. Pissarro toute sa vie travaillera à peindre son temps, ses instants comme ses périodes. La Belle Époque notamment, dont il griffonne le lait dans ses turpitudes sociales. 28 dessins à la plume, accompagnés de leurs titres et de quelques légendes. Un style pamphlétaire, où chaque dessin est une critique d'un aspect de la société. Il dénonce le capital, l'église, le patronat ou la misère. Ce qui le rapproche du style militant de l'époque. On pense aux pamphlétaires comme Zola ou Zodaxa, et aux caricaturistes comme Honoré Daumier. Pissarro peint des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles, mais c'est lui aussi un homme nouveau. C'est un père très investi, qui élève ses enfants. Doublement rare dans le milieu patriarcal de l'époque ainsi que chez les artistes. Sa maison est considérée comme un réel foyer d'expérimentation, et avec ses enfants, il édite même un journal illustré. Beaucoup deviendront plus tard des artistes reconnus. Il goûte alors à une vie en accord avec ses principes anarchistes, proches de la nature et des hommes, avec lesquels il peint ou qu'il élève. Mais il ne cessera jamais de se réinventer. Il devient adepte du néo-impressionnisme, désigné péjorativement pointillisme par les détracteurs de Georges Seurat, son ami. En 1903, il change encore de sujet, peignant depuis des fenêtres de chambres d'hôtel qu'il choisit pour leur vue à Paris. Ce sera sa dernière période, et il y mourra en 1903. Ses amitiés avec des peintres comme Paul Signac, Georges Seurat, Maximilien Luce ou Gauguin, ou encore des militants comme Jean Grave, Émile Pouget ou Louise Michel et Élisée Reclus, et en fait plus globalement sa sympathie avec le mouvement, lui valurent d'être suspecté au moment de l'assassinat du président Sadi Carnot. Malgré cela, et ses participations à la presse libertaire, Pissarro était un anarchiste d'idées, mais peu d'action. Il est le représentant d'une pensée optimiste, presque utopiste. En effet, il voyait un avenir anarchisant proche, dans lequel l'humain serait libéré du travail harassant de la terre, du capitalisme et de l'Église. Et l'on pourrait enfin apprécier une peinture qui ne sert ni roman national, ni roman biblique, mais seulement la beauté de l'instant.